Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce deuxième podcast de notre émission Géopolitique en Asie concernant les célébrations des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Nous allons, cette fois-ci, centrer notre analyse, notre discours sur le cas de la Chine. On a vu dans le premier épisode que, la Russie avait organisé cet événement pour, aussi mettre en avant son narratif qui sert, à justifier sa guerre en Ukraine. Sa guerre en Ukraine, elle est justifiée de son point de vue par la soi-disant dénazification de l'Ukraine. Et cette soi-disant dénazification de l'Ukraine, aujourd'hui, elle ne concerne pas, et c'est extrêmement préoccupant pour l'Europe, elle ne concerne pas simplement l'Ukraine, mais récemment, c'est du point de vue russe, du point de vue donc de la propagande russe, du point de vue du pouvoir d'État russe, du point de vue du discours officiel russe, c'est l'Europe en entier, l'Union européenne tout entière, qui serait à dénazifier, puisque comme le disait Lavrov le 20 avril, on le citait déjà, l'Union européenne cherche ouvertement à faire revivre l'idéologie européenne du nazisme. C'est le point de vue incroyable de la Russie sur l'Europe, et tout ça parce que l'Europe a prévenu les dirigeants européens qui font partie de l'Union européenne de ne pas se rendre en Russie à un défilé présidé par quelqu'un qui est recherché qui est considéré comme un criminel du point de vue de la CPI, de la Cour pénale internationale. Okay. Et dans ce discours qu'on a cité la dernière fois, il disait ça aussi, ça j'ajoute une chose qu'on n'avait pas citée, donc il disait qu'il espérait qu'un nombre important de citoyens ne sont pas prêts à renoncer à leurs racines et à se soumettre à une bureaucratie à saveur ouvertement nazie. Voilà, donc on parle souvent du fait que mobiliser tout le temps la référence nazie a un aspect complètement contre-productif, puisque ça fait perdre à cette référence toute valeur. Et donc parler de nazisme simplement parce qu'on déconseille à 3 personnes de prendre l'avion pour se rendre quelque part, on voit qu'on est quand même dans un état de discours absolument incohérent, absurde, mais qui en même temps peut toujours convaincre tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, en veulent à l'Occident, occidentaux ou non. Et donc, ce qui était surtout, de notre point de vue de la géopolitique en Asie, préoccupant, sur quoi on va insister maintenant, c'est que le fait que Xi Jinping se rende en Russie, le fait qu'il qualifie Poutine d'ami, le fait qu'il parle d'une relation serrée, confiante, stable et résiliente, c'est lié aussi en grande partie, et hélas, à l'adoption d'une perspective similaire sur le monde. Et c'est ça qui est préoccupant, parce que ça montre une identité, une convergence de vues entre la Chine et la Russie. Cette convergence de vues, elle pourrait aussi, et c'est ça la difficulté, elle pourrait prendre aussi plus tard une forme militaire en cas de conflit. Puisque pour qu'il y ait union militaire, il faut une base idéologique commune. Et aujourd'hui, il semble que celle-ci existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes ou des tensions ou des difficultés dans l'alliance entre la Chine et la Russie. On sait qu'ils ont des territoires qui peuvent être contestables de part et d'autre. Au niveau de tout cet est russe, par exemple surtout de Vladivostok, qui avant faisait partie de la Chine, etc. Donc il y a toute une histoire complexe, mais là on voit un alignement. Et cet alignement idéologique, il se marque par le fait, il est marqué de façon très claire par le fait que juste avant donc que Xi Jinping se rende en Russie, donc le 9 mai 2025 pour célébrer le 9 mai 1945, il y a eu un article qui porte la signature Xi Jinping dans les médias russes et chinois,
où Xi Jinping, l'actuel chef du Parti communiste chinois et aussi par conséquent de la République populaire de Chine, il faisait en fait un parallèle entre l'hégémonie américaine d'aujourd'hui, qui d'ailleurs est assez relative et assez contestée par les États-Unis eux-mêmes, et les forces fascistes d'il y a 80 ans. Et c'est ça. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'assez problématique. Donc, je cite cet article. Les forces justes du monde, dont la Chine et l'Union soviétique, donc déjà, on voit, la Chine et l'Union soviétique font partie maintenant de ce qu'on appelait les justes, donc de ceux qui se soulèvent contre l'oppression, c'est ça signifie les justes. Donc les forces justes du monde, dont la Chine et l'Union soviétique, ont combattu courageusement et vaincu côte à côte les forces fascistes arrogantes. Alors là, évidemment, quand on lit ça, il faut mettre en contexte, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la Chine qui parle ici, c'est la Chine populaire. Or, la Chine populaire était, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pas vraiment sur le front, puisque c'était à l'époque du conflit en Chine entre les nationalistes et les communistes. Et les communistes ont surtout en fait laissé les nationalistes s'épuiser dans leur lutte contre le Japon, qui faisait partie des pays de l'Axe, pour pouvoir ensuite renverser assez facilement les nationalistes de Chiang Kai-shek, qui ont dû ensuite se réfugier à Taïwan. Donc le gros en fait des actions contre les forces de l'Axe ont plus été fait par ce qu'on appelle donc les nationalistes du Kuomintang que par les communistes chinois à ce moment-là. Donc ça c'est aussi une réécriture de l'histoire qui est donc propre autant à la Chine qu'à l'Union soviétique, à la Russie. Et donc il dit 80 ans après, donc je continue, 80 ans plus tard, l'unilatéralisme, l'hégémonie et l'intimidation sont extrêmement néfastes. L'humanité se trouve à nouveau à la croisée des chemins. Donc en fait, ce que fait Xi Jinping ici, c'est donc de faire un parallèle entre l'hégémonie américaine aujourd'hui et en fait le fascisme il y a 80 ans. Et en disant l'hégémonie américaine est plus encore en fait occidentale, en disant qu'en fait l'humanité se trouve à la croisée des chemins, donc comme avant, on peut choisir entre un Occident fasciste et la Chine et la Russie comme modèle de la liberté. Donc on voit qu'on est toujours dans cette logique de l'inversion totale, mais encore une fois, et ça marche, et Xi Jinping a continué en faisant en fait référence aux criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, encore une fois, c'est quand même assez étonnant que Xi Jinping dise l'ami du président russe Vladimir Poutine, qui est poursuivi pour crime de guerre, tout en attaquant les criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et il a fini en disant donc que la Chine et la Russie, c'était deux forces constructives pour maintenir la stabilité stratégique mondiale. Donc on voit qu'il y a une sorte de renversement de l'histoire. La Russie et la Chine maintenant dépeignent l'Occident comme un nouveau racisme fascisant qu'il s'agit de renverser pour établir un nouvel ordre mondial plus libre et plus juste. Donc on voit que au niveau du discours, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est assez simple, mais en même temps assez radical. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce que, on va dire, pendant la guerre froide, la manière dont les États-Unis parlaient notamment de la Russie et aussi de la Chine, donc comme des régimes autoritaires qui privaient les peuples de liberté. Tout ce discours, en fait, il est retourné contre l'Occident aujourd'hui, et dans ce renversement, évidemment, ce qui se joue, c'est une lecture complètement différente et complètement presque dystopique de l'histoire. Donc, il y a une proximité idéologique ici entre Moscou et Pékin qui s'affiche, et en fait, c'est parce que de fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, donc il faut se rappeler que un mois avant le début de la guerre en Ukraine, c'est la Chine et donc Moscou et Pékin, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés pour signer un traité d'amitié sans limite, un mois avant la guerre en Ukraine, un mois après la guerre en Ukraine, et depuis, les relations entre Chine et Russie n'ont jamais été aussi prospères. Les relations bilatérales entre les deux pays ont augmenté de 66% depuis 2021.
porté par des exportations chinoises de matériel à double usage civil et militaire. C'est-à-dire que même si la Chine dit qu'elle n'aide pas la Russie, en réalité, grande partie de ces exportations peuvent en fait servir les intérêts de l'armée russe. 40% des échanges internationaux russes sont désormais libellés en yuan, alors que c'était juste 2% en 2022. Le nombre d'étudiants chinois en Russie a presque doublé. L'exercice militaire conjoint entre Chine et Russie, particulièrement au domaine aérien et naval, c'est très important si on pense à tout l'espace qui va de la mer du Sud méridionale à la mer de Chine du Nord. Donc ces exercices militaires ont été multipliés par 4 depuis 2020. Donc on voit qu'il y a vraiment une rencontre Chine-Russe à tous les niveaux, idéologiques, militaires, etc. Et dernier point, c'est en fait cette déclaration qui a été signée à la fin de cette journée. Donc une déclaration conjointe sur la stabilité stratégique mondiale du 9 mai, signée par la Chine et la Russie. Et ce document, il est assez long, donc il n'a pas été du tout commenté par la presse. Et en fait, ce document, il est assez inquiétant, puisque en fait, il semble mettre en garde les puissances occidentales d'un risque d'embrasement nucléaire. Donc il dit, les États, cette déclaration conjointe, elle dit, les États dotés d'armes nucléaires qui portent une responsabilité particulière en matière de sécurité internationale et de stabilité stratégique mondiale doivent rejeter la mentalité de la guerre froide et les jeux à somme nulle et s'abstenir de toute action génératrice de risques stratégiques. Les deux parties, c'est-à-dire Chine et Russie, notent avec inquiétude que dans un contexte de dégradation des relations entre États dotés d'armes nucléaires, qui a parfois conduit à la menace d'un affrontement militaire direct, une masse critique de problèmes et de défis s'est accumulée dans le domaine stratégique et le risque de conflit nucléaire s'est accru. Donc, autrement dit, deux pays qui possèdent l'arme nucléaire, la Russie et la Chine, avertissent l'Occident qu'il y a un risque de conflit nucléaire accru. Alors, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est visé là. Est-ce que c'est par exemple la proposition française d'étendre le parapluie nucléaire à l'Allemagne et à la Pologne ? Est-ce que c'est pour cibler la nouvelle velléité sud-coréenne en la matière ? Donc il y a un récent sondage qui montre que plus de 70% des Sud-Coréens soutiennent le développement d'armes nucléaires au niveau local, et en fait ça serait tout à fait justifié, puisque donc la prolifération, on empêche, soi-disant la prolifération c'est fait pour empêcher la Corée du Nord d'avoir l'arme nucléaire, mais elle l'a, ou alors est-ce que ici quand la Chine et la Russie, est-ce que par là ils veulent indiquer le conflit en cours entre l'Inde et le Pakistan, qui sont aussi deux États nucléaires. On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est extrêmement ironique, à nouveau, extrêmement dystopique, puisque c'est la Chine elle-même et la Russie qui ont été en fait les premiers pays qui ont permis la prolifération nucléaire vers l'Iran et la Corée du Nord. Donc voilà, donc on est quand même dans un moment d'union entre la Chine et la Russie, au niveau idéologique, avec cette perspective fascisante qui est imposée à cette lecture fascisante de l'Occident, augmentation des relations économiques et déclaration conjointe sur les risques de conflit nucléaire. Donc on est quand même dans un moment stratégique extrêmement spécifique, et le fait que l'allié américain fasse en fait jeu seul est aussi dans ce contexte-là extrêmement préoccupant. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.